Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 122 si je ne m'abuse. Encore une fois, comme d'habitude, pour l'actualité technologique et informatique de la semaine. Top des matières dans la description, si je ne l'oublie pas cette fois-ci. Je l'ai mis juste après, la semaine dernière. Enfin bref. Dans tous les cas, commençons. Première news, c'est au niveau de AMD. Ils ont annoncé enfin leur nouvelle gamme Threadripper. Donc c'est les nouveaux Threadripper de 3e génération, qui sont basés du coup sur Zen 2 et donc la même architecture que les 3900X et tout ça. Donc on a deux processeurs annoncés actuellement. Il y a aussi d'autres annonces à côté, donc je vais les traiter une par une. On va commencer par Threadripper. Donc on a le 3960X qui est un 24 cœurs, on a le 3970X qui est un 32 cœurs, et c'est tout pour le moment. Enfin, pour le moment, il y a d'autres processeurs, mais au niveau Threadripper, c'est tout pour le moment. Donc, premier truc assez qu'il faut noter quand même, c'est qu'il y a une augmentation de prix en réalité. Donc, le 3960X qui techniquement remplace le 24 cœurs qui existait déjà sur Threadripper deuxième génération, qui lui était vendu à 1200 € si je me souviens bien, passe à 1400 $. Donc, ça devrait être à peu près la même chose niveau euro. Et le 3970X, le 32 cœurs qui était à 1800 € encore une fois, passe à 2000 $. C'est pas si étonnant pour la simple et bonne raison que je pense même qu'AMD en fait avait été trop bas niveau prix la génération précédente et que du coup 200 $ en plus alors qu'ils ont littéralement aucune concurrence à ce prix-là, il faut le préciser. Vous allez le voir après un petit peu avec les chiffres qu'ils ont donnés. C'est logique, c'est vraiment logique selon moi. Après évidemment si c'était moins cher je pense que ce serait mieux pour tout le monde, mais voilà. Tenez compte aussi du coup que comme ils sont basés sur Zen 2 déjà beaucoup plus puissants, ils sont gravés en 7 nanomètres, ils ont une fréquence de base pour le 24 cœurs de 3,7 GHz et pour le 32 cœurs, tenez-vous bien, une fréquence de base de 3,8 GHz, oui. What the fuck? Et ils passent à 280 watts d'ailleurs de TDP, c'est l'enveloppe thermique, c'est-à-dire c'est ce qu'ils vont produire comme chaleur dans leur fonctionnement de base, sans inclure le turbo, si je me souviens bien avec AMD, c'est différent pour Intel, bien évidemment. Et ils auront un turbo tous les deux de 4,5 GHz, évidemment pas sur tous les cœurs, juste sur un ou deux cœurs à la limite. On voit bien que le 32 cœurs, à mon avis, pourrait le maintenir sur deux cœurs sans problème. Du coup, là, on voit un petit peu une comparaison justement par rapport à l'ancienne gamme Threadripper. Les plus gros Threadripper, d'ailleurs, avant, avaient déjà une enveloppe thermique de 250 watts pour information. C'est les 16 cœurs et 12 cœurs qui avaient une enveloppe thermique de 180 watts, donc au final, c'est pas une aussi grosse augmentation. Surtout que la fréquence augmente pas mal. Tenez compte aussi du coup qu'ils ont du PCI Express 4.0. D'ailleurs, maintenant, ils ont 72 lignes, 72 lignes PCI Express 4.0, ce qui est massif. On voit un petit diagramme ici, 72. Donc, ça veut dire que vous pourriez brancher genre à peu près tout ce que vous voulez. Pour information, une carte graphique utilise 16 lignes PCI Express. Et comme c'est du PCI Express 4.0, il est deux fois plus rapide que le 3.0. Ça veut dire que si on avait une RTX, par exemple 2080 Ti, qui était en PCI Express 4.0, elle pourrait fonctionner à plein régime avec juste 8 lignes PCI Express 4.0. Donc vous imaginez la quantité de trucs que vous pouvez brancher à ce processeur. C'est juste abusé en fait. C'est vraiment abusé. Vous avez aussi pas mal de lignes. Vous en avez 8 qui vont jusqu'au chipset, qui est du coup maintenant le TRX 40. Hein. Donc ça, on s'en doutait, on en avait déjà parlé. On a un nouveau chipset. C'est techniquement le même socket, mais ça veut dire que ces nouveaux processeurs ne seront pas compatibles avec les cartes mères actuelles Threadripper et les anciens processeurs Threadripper ne seront pas compatibles avec les nouvelles cartes mères. Ça m'étonne pas non plus énormément, encore une fois, parce qu'ils ont augmenté la quantité de lignes PCI Express. On est sur des processeurs qui consomment plus encore, donc il faut clairement des cartes mères designées différemment. Après, évidemment, ça aurait été bien d'avoir un Threadripper, des nouveaux Threadripper de troisième génération qui sont encore sur l'X399, ça aurait été bien. On a toutefois, hein, on va avoir le 16 cœurs, on va en parler après, le 3950X, mais le problème, c'est que c'est pas un Threadripper, donc il n'a pas toutes les lignes PCI Express, par exemple. Il n'a pas le quad channel au niveau de la mémoire et tout ça, donc ouais, un petit peu dommage pour ceux qui voudraient justement des bonnes performances, mais beaucoup de lignes PCI Express, mais pas non plus, genre, ils n'ont pas non plus besoin du 24 cœurs ou du 32 cœurs.
Après, avec une bonne fréquence de base ici, enfin, vu la fréquence de base ici, c'est similaire au 3950X et c'est même au-dessus, enfin, c'est au-dessus du 3950X et c'est similaire au 3900X. Donc, honnêtement, je pense que même si vous êtes du genre, oh, j'ai juste besoin d'un processeur avec des bonnes performances en monocœur, bah, il devrait être déjà aussi bon en fait, avec un tel boost à 4,5. Mais bon, bref. Donc voilà, on n'a pas, enfin, on n'a pas plus. C'est déjà pas mal en fait, on n'a pas besoin de vraiment plus. Donc ils vont arriver bientôt. Les processeurs, je vous rappelle, donc ils seront apparemment disponibles le 25. Les processeurs aussi d'Intel sont retardés à la fin du mois, donc ils vont arriver en même temps. Donc on va avoir une sacrée guerre à ce moment-là, on peut le dire. Et ça devrait être plutôt intéressant. Et avant d'oublier aussi, les chiffres de performance. On a juste un petit slider. Évidemment, c'est les chiffres de performance donnés par AMD, à prendre avec des pincettes, évidemment. En général, ils sont toujours vrais, mais c'est juste qu'ils prennent les benchmarks qui les arrangent le plus, forcément. Ça semble logique. C'est un peu comme vous sortez l'argument qui vous arrange le plus, mais vous sortez quand même des arguments qui sont vrais, c'est un peu la même chose. Donc on peut voir que juste genre, c'est des monstres en fait, c'est juste des monstres. Ils sont comparés ici toutefois au 9980XE, qui était l'ancien, hein, haut de gamme Intel. Il y en a un nouveau qui arrive, mais après le nouveau n'est pas si différent, vu que c'est basiquement la même architecture, la même gravure. Donc ça devrait être assez similaire au niveau performance. De toute façon, le gros changement chez Intel ici, je vous rappelle, c'est le changement de prix, parce que ce processeur, l'équivalent de ce processeur sera à 1000 euros. Et du coup, ben là, on a une suite de prix plutôt logique, en fait, quand on y regarde, parce que quand vous regardez, vous êtes en mode, OK, ben ce nouveau processeur Intel, qui sera à 1000 euros, pourra valoir la peine pour certaines personnes qui ont vraiment besoin de bonnes performances monocœur. Et encore, c'est pas vraiment vrai, parce que maintenant qu'on est sur Zen 2 et qu'on a un tel boost, 4,5 GHz, ben, Intel va perdre cet avantage-là, et c'était l'un de leurs derniers avantages sur le ultra haut de gamme, hein, si vous vous rappelez. Et pour ceux qui voudraient juste du pur monocœur, vous avez le 9900 KS qui vient de sortir, et c'est le champion à ce niveau-là. Donc ouais, autant le dire tout de suite, ça va être compliqué pour Intel. Et du coup, on a le 24 cœurs et le 32 cœurs ici. Vous pouvez voir un petit peu les chiffres de performance. Faudra attendre les reviews. Honnêtement, il faudra attendre les reviews pour vraiment s'en rendre compte. On a les scores Cinebench et tout ça, mais c'est mieux d'avoir les reviews. Et aussi, tenez compte, c'est des processeurs professionnels. Vous n'achetez pas, même moi qui fais des vidéos YouTube et tout ça, je n'ai aucune justification pour ces processeurs. Franchement, ils ne me serviraient à rien. Même un PC de streaming, ce serait juste overkill. Pour vous dire, même le X264, ce qu'on utilise pour encoder la plupart des vidéos, même le X264, au-dessus de 16 cœurs, il commence à être en mode sert plus à grand chose, on va dire. Donc, ouais, c'est énormément de puissance, mais c'est surtout pour ceux qui en auront besoin. Donc, pour ceux qui justement en auraient besoin, le mieux ce sera d'attendre des sites spécialisés ou même des benchmarks peut-être pour le logiciel que vous utilisez, parce que c'est vraiment ça en fait que vous devez regarder. C'est oh, j'utilise Blender, ok, je veux voir les chiffres de performance de ce nouveau processeur dans Blender, pas d'autres logiciels. Vous regardez dans le logiciel que vous utilisez vraiment de manière professionnelle. Mais bon, je le dis clairement, processeur professionnel, il n'y a aucune justification de les acheter. Ensuite, une autre news, c'est au niveau du 3950X qui a été aussi annoncé en même temps. Il devrait sortir le 25 novembre également. Et du coup, ben, c'est le 16 cœurs, hein, tout simplement. Zen 2 et sur chipset X570. Donc ce n'est pas un Threadripper ici, même si le nom ressemble énormément au final quand on y pense. Et du coup, il a une fréquence de base de 3,5 qui peut booster jusqu'à 4,7. Donc il est plus bas que le 3900X sur tous les cœurs, mais il booste un peu plus haut sur un seul cœur. Donc ça devrait être intéressant. Après, une grosse théorie, et c'est à peu près à mon avis selon moi confirmé, sur le fait qu'il a été retardé, c'est que, à mon avis, premièrement, il y avait des problèmes de boost avec AMD qui ont été en grande partie résolus avec le dernier BIOS qui est sorti. Il y a encore un autre BIOS d'ailleurs qui est sorti récemment qui fixe encore un peu plus de problèmes. Toutefois, sur certains constructeurs de cartes mères, notamment Asus, il y a quelques problèmes apparemment, donc il vaut mieux attendre qu'il peut-être ressort un autre fixe. Personnellement, je n'ai pas encore update parce que j'ai vu quelques personnes dire oui, alors quand vous avez de la RAM au-dessus de 3200 MHz, vous avez des problèmes de cold boot. Donc en gros, la carte mère a du mal à démarrer quand elle est froide. C'est un cold boot. Donc ouais, quoi qu'il arrive, comme à chaque fois de toute façon avec les mises à jour, quand vous avez une mise à jour de BIOS qui arrive, c'est
faites-la seulement si vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez attendre, vous voyez. Moi, c'est ce que je fais toujours. À part s'il y a vraiment un fixe de sécurité important ou autre chose, j'attends toujours. J'attends de voir s'il n'y a pas un autre BIOS qui ressort juste après qui fixe des problèmes ou autre chose. Mais bon, bref. Du coup, ce 3950X n'aura pas un refroidissement à air, d'ailleurs fourni par défaut. AMD recommande d'avoir un refroidissement liquide, 280 mm même, ce qui n'est pas très étonnant parce que même déjà le 3900X est déjà pas mal niveau production de chaleur, on va dire. Mais à mon avis, lui, il sera une catégorie au-dessus, évidemment, avec 16 cœurs. Hein, je vous rappelle, c'est un énorme processeur. Après, honnêtement, il recommande un 280 mm, mais je pense que c'est juste parce qu'ils sont en mode oh, autant prendre directement un 280 mm. Mais vous pourriez certainement vous en sortir avec un énorme refroidissement de chez Noctua. Vous avez les NHD 15, qui sont des refroidissements massifs qui seraient selon moi largement suffisants. Je pense que c'est juste AMD qui est en mode ok, prenez ça directement comme ça vous êtes tranquille, pour être sûr que les gens le refroidissent correctement. Mais bon, il devrait quand même évidemment chauffer plus que le 3900X qui chauffe quand même déjà pas mal. Enfin, c'est logique aussi, vous avez 12 cœurs. Je vous rappelle aussi qu'un truc que les gens oublient, c'est qu'en 7 nanomètres, on est en 7 nanomètres ici, tout est gravé plus petit, mais quand tout est gravé plus petit, même si ça consomme moins et que ça chauffe moins, ça chauffe plus sur une petite surface en fait. Et c'est un problème qu'on a souvent en fait, enfin, c'est exacerbé, ouais, voilà, avec le 28 nanomètres, je me souviens avec les cartes graphiques, qui étaient passées du 40 nanomètres au 28 nanomètres, et à ce moment-là, au début, elles étaient mal refroidies, parce que la densité de chaleur avait augmenté, même si elle chauffait moins, globalement, la densité de la chaleur, la concentration était sur une plus petite zone, et certains constructeurs avaient du mal, que ce soit d'ailleurs AMD ou même Nvidia en fait. Donc ouais, c'est plutôt surprenant quand on y pense, mais c'est plutôt logique en fait aussi quand on y pense. Du coup, c'est un peu, je trouve qu'on a un peu le même problème avec le 7 nanomètres. Aussi, tenez compte que le 14 nanomètres, même s'il est un peu vieux et est extrêmement bien optimisé, le 7 nanomètres est pas mal optimisé, mais il y a par exemple, il y a TSMC, c'était une autre news, mais je l'ai pas vraiment mis, mais TSMC est en train de retravailler sur un nouveau processus de gravure en 7 nanomètres, enfin une version corrigée, et les futurs processeurs AMD, les futurs processeurs même Apple ou autre chose, les utiliseront, et ça devrait être encore plus efficace. Donc ouais, ça devrait être intéressant évidemment pour tout le monde. Sauf Intel, qui peut pas l'utiliser, parce qu'ils font leur gravure eux-mêmes, et qui sont toujours coincés en 10 nanomètres. Enfin bref. On a aussi du coup des chiffres de performance. Encore une fois, à prendre avec des pincettes parce que c'est fourni par AMD. Encore une fois, ils ne mentent pas sur les chiffres de performance, mais ils prennent ceux qui les arrangent le plus. Ok. S'il y a un jeu où les processeurs AMD ne sortent pas en termes de puissance, ils le mettent pas, tout simplement. Ils prennent que les jeux où ils sont gagnants, forcément. Du coup, on a quand même des jeux pas mal joués, hein, il ne faut pas déconner. On a Fortnite, par exemple. Même si vous n'aimez pas Fortnite, c'est un jeu très, très joué. Et comme vous pouvez voir, on a le 3250X qui est en tête ici. Vous avez par exemple GTA V aussi, pas mal joué. Là, ils avouent quand même que le 9900K est plus puissant et c'est pas étonnant. Vous avez Civilization, Apex Legends, il n'y a pas trop de différence sur Apex, mais bon. CSGO, ça c'est plutôt intéressant sur CSGO parce que c'est justement un jeu qui ne profitait pas du tout à AMD au début avec les premiers processeurs Ryzen parce que juste les processeurs, genre ils n'étaient pas hyper bien optimisés. Depuis, AMD a tellement amélioré de choses que vous voyez que la différence est minime maintenant. Puis on a d'autres jeux moins. Vous avez par exemple Shadow of War Middle Earth. Bon, ça fait un petit moment qu'il est sorti, quoi. Donc vous voyez qu'ils des fois, ils utilisent des jeux pour montrer que ça fait joli, mais évidemment, vous aurez des jeux où Intel, clairement, sera toujours au-dessus. Hein. Faut pas déconner. Mais c'est juste pour vous montrer. Pour moi, le plus intéressant, c'est qu'évidemment, il n'y a pas d'énorme non plus différence ici par rapport à, par exemple, au 9900K. Donc, le gros de la différence, des fois, ça va se faire aussi au niveau de votre carte graphique. Toutefois, c'est un processeur qui coûte plus cher que le 9900K, donc il faut en tenir compte aussi. Mais après, c'est pas vraiment un processeur pour jouer aussi, franchement, soyons honnêtes. Et puis, vous avez d'autres chiffres de performance. Là, c'est des chiffres, on va dire, de performance synthétique et tout ça, benchmark. Donc là, on n'est pas sur des jeux. On a par exemple DaVinci Resolve, qui est un programme d'édition vidéo. Première, même chose, Cinebench, Handbrake, qui est un programme d'encodage, un truc de compilation, PovRace, qui est un truc de rendu, et VRace aussi, qui est un truc de rendu.
Et comme vous pouvez voir, le 3950X bat à chaque fois le 9920X. Après, tenez compte que le 9920X est ici dans ce graphique parce que il est à ce prix-là, mais avec les prochains processeurs Intel qui sortent à la fin du mois, ils vont faire une baisse de prix. Donc le processeur qui sera en face de ce 3950X sera le... Il me semble que ce sera à peu près le 16 cœurs Intel, justement. Donc on devrait avoir une comparaison plus logique ici. Donc les différences devraient être minimes, vraiment minimes. Après, on les verra, évidemment. Du coup, on a aussi... Il parle d'efficiency, donc la consommation. Et c'est vrai que les processeurs AMD sont très efficaces au niveau consommation, même s'ils peuvent des fois un peu chauffer, mais comme je vous dis, c'est parce que c'est très concentré la chaleur. Ils sont très efficaces au niveau énergétique. Donc ça, c'est un truc qu'on ne peut pas leur enlever vraiment. Et c'est pour ça que j'attends vraiment AMD. Ils l'ont toujours pas fait. Tous les processeurs mobiles AMD sont toujours sur Zen Plus et pas Zen 2. Et genre, ce serait tellement bien d'avoir des processeurs mobiles sur Zen 2. Ils seraient tellement puissants. Mais bon, on n'en a toujours pas. Je suppose qu'AMD attend peut-être... Je sais pas, ça c'est un sujet qui est intéressant à discuter parce que est-ce qu'ils sont en train d'attendre peut-être le nouveau process refresh de TSMC justement, le nouveau 7 nanomètres rafraîchi qui est encore mieux? Est-ce qu'ils se concentrent sur des marchés plus profitables dans un premier temps, comme le marché du serveur ou le marché des PC haut de gamme? Beaucoup plus profitable, vous vendez un processeur 1000 euros, ça rapporte beaucoup plus d'argent qu'un processeur que vous allez vendre 100, 200 euros dans un ordinateur portable à un fabricant d'ordinateur portable qui en commande beaucoup et qui du coup va négocier à mort les prix, et du coup vous avez des petites marges. Je pense que ça doit être ça, honnêtement. Mais bon, on a besoin de concurrence sur les ordinateurs portables. Les processeurs AMD actuels offrent un peu de concurrence, mais on en manque encore. Et sinon, c'était à peu près tout. Vous avez du coup des chartes de comparaison au niveau prix. Encore une fois, le 9920X n'est plus d'actualité parce qu'il sera remplacé par un processeur moins cher et plus performant pour le même prix, vu que ce sera le 18 cœurs. Et pour le même prix que le 3950X, évidemment, on aura certainement le 16 ou 14 cœurs d'Intel, donc ça devrait être beaucoup plus intéressant. Mais bon, c'est quand même intéressant. Vous avez aussi le 3800X qui ne sert pas à grand chose parce que il est bien, mais je veux dire, je l'ai vu en promotion d'ailleurs. Si vous le voyez en promotion au même prix que le 3700X, vous pouvez le prendre, il n'y a aucun problème. C'est même un meilleur processeur. C'est juste qu'il n'y a aucune raison de le prendre quand il coûte plus cher, parce que genre vous avez presque rien en plus. Même chose avec le 3600X, c'est un peu la même histoire avec le 3600. Il est un peu plus performant, mais ça ne vaut pas la peine pour la différence de prix. Et pour la différence de prix, vous mettez ça dans un carte graphique et vous en sortirez mieux. Donc ouais. Mais si vous, je le dis parce que ces deux-là en particulier sont souvent en promotion maintenant, parce que à mon avis, je sais pas pourquoi, peut-être que les gens sont en mode, ouais, je vais juste prendre la version non X ou le 3700X et genre, j'aurai pratiquement les mêmes performances. Et ben, tant mieux que les gens fassent ça, parce que c'est ce qu'ils devraient faire. Toutefois, si vous l'avez en promotion, évidemment, c'est un bon choix aussi. Et une autre news, moi qui est toujours dans la même news en réalité, nous avons le Athlon, l'AMD Athlon 3000G qui a été annoncé. C'est un remplaçant direct du 200GE, c'est comme ça qu'il s'appelait, oui. Je sais pas pourquoi ils sont passés à 3000 maintenant. Peut-être que les gens avaient confondaient. Bon, à mon avis, c'est plutôt que quand le 200GE est sorti, il y avait des processeurs Ryzen de deuxième génération, donc les 2700X et tout ça. Et du coup, comme il y avait une grosse différence au niveau du nom, les gens se disaient, qu'est-ce que c'est que ça? C'est plus logique, 3000G, soyons honnêtes, même si c'est un peu bizarre aussi, mais bon. Dans tous les cas, c'est un processeur 2 cœurs, 4 threads, 3,5 GHz de base, déverrouillé cette fois-ci. Il est totalement déverrouillé, il n'y a pas besoin d'acheter une carte mère. C'était MSI qui le déverrouillait de base, ou c'était ASRock, je ne sais plus. Et puis évidemment, le même corps. Donc le GE, par exemple, le 200 GE d'Athlon avait une fréquence de 100 MHz en moins. Donc il y a une petite augmentation, vous avez 300 MHz en plus sur le processeur, et toujours le même TDP de 35 watts et tout ça. Ça devrait être un excellent processeur pour des petits builds, tout ce qui est bureautique ou vraiment petit PC. Toutefois, si vous voulez faire un PC de jeu de base, je vous dis prenez plutôt les 4 cœurs. Et d'ailleurs, précision, c'est qu'il est toujours basé d'ailleurs sur Zen+, il n'est pas basé sur Zen 2, ce qui est dommage encore une fois. Donc on voit qu'ici AMD... bon, je suppose que c'est pour vider les stocks, soyons honnêtes, c'est pour vider les stocks de Zen+.
Et puis après, ils sortent évidemment du Zen 2 et puis ils vident le stock de Zen 2. Mais bon, surtout que c'est évidemment l'entrée de gamme ici, c'est l'entrée de l'entrée de gamme. Genre, c'est 50 € le processeur ici qui sera vendu, donc ouais. Mais bon, honnêtement, pour la bureautique et même pour jouer un petit peu, ça devrait être un excellent processeur. Et le seul concurrent qu'avait Intel face à ça, c'était le Pentium. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'était un Pentium 2 cœurs aussi, 4 threads, et qui était aussi techniquement overclockable, si je me souviens bien. Mais bon, là, il y a plus de comparaison, en fait. Ensuite, une autre news, un petit peu en rapport avec la toute première news qu'on a vue. Évidemment, les cartes mères en TRX 40 commencent à être montrées. Vous avez celle d'MSI ici, justement, et vous avez aussi celle de ASRock qui ont été un petit peu montrées. C'est basiquement un petit peu comme les cartes mères en X399. Vous avez aussi voilà, celle de Asus, comme vous pouvez voir, les MSI et aussi les Gigabyte. Il y a tout dans cette news, donc c'est nickel. Ce seront des cartes mères extrêmement haut de gamme parce qu'on parle ici. Le plus petit processeur pour ces cartes mères coûte 1400 €. Donc forcément, les cartes mères vont pas être en mode oh, vous pouvez l'avoir pour 200 €. Non. À mon avis, moi je pencherais pour 500 € minimum. Vraiment. Mais ça m'étonne même pas parce que c'est genre, encore une fois, c'est des cartes mères ultra haut de gamme pour des processeurs ultra haut de gamme. Donc je ne sais pas ce que vous espérez derrière. Le X570 vous conviendra parfaitement si vous n'avez pas besoin de plus que 16 cœurs. Et ouais, franchement, il n'y a pas besoin de discuter plus que ça là-dessus. Du coup, elles sont classe, hein, toutes, il n'y a pas à dire. Je dirais même, elles sont toutes à peu près classe. Il n'y en a aucune que je suis en mode, drôle de design. Elles sont à peu près toutes bonnes. Vous voyez qu'il y a évidemment un ventilateur. Il y a un ventilateur sur les VRM ici, un ventilateur sur le chipset. Je vous rappelle que c'est un peu comme le X570. Il y a, je vous rappelle, 72, 72 lignes PCI Express qui passent sur cette carte. Et il y en a 8 qui vont sur le chipset aussi. Ouais, c'est pas étonnant qu'il y ait un ventilateur. C'est vraiment pas étonnant. Toutefois, le ventilateur est surtout nécessaire sur le chipset parce qu'il gère justement ces 8 lignes PCI Express. Il ne gère pas les 72. C'est géré par le processeur qui, lui, évidemment, aura son propre refroidissement. Il faut en tenir compte. La quantité de place que prend les slots de RAM aussi est abusée sur cette carte mère. Déjà que là aussi, le socket plutôt du processeur prend une place folle sur ce genre de carte mère. C'est toutes des cartes mères en EATX, à mon avis, d'ailleurs, au passage. Donc quand vous la regardez comme ça, dites-vous que c'est plus large que votre carte mère que vous avez dans votre PC. Mais bon, je suis étonné aussi que quand on regarde même par exemple la Zenith plutôt de Extreme de Asus, si vous regardez, il y a 1, 2, 3, 4 slots. Si on a 4 slots en x16, ça fait... on n'a même pas... Est-ce qu'on a les 72? Je vais utiliser ma calculatrice. J'arrive plus à calculer. Ok, 64. Il me semblait bien. Il me semblait bien que c'était 64. On peut même pas utiliser les 64 lignes. Alors techniquement, si, je me trompe en partie. Vous avez le slot M.2 sur le côté pour les SSD et ça utilise des lignes PCI Express. Et à mon avis, on peut en mettre 2 SSD, 2 SSD en x4, donc ça fait du 8. Et on a les 72 comme ça. Ok, du coup on y arrive. Et à mon avis, on peut mettre des SSD sous le refroidissement ici. Et il y en a, peut-être celui du bas sera peut-être géré par le chipset et celui du haut sera certainement géré par le processeur. C'est souvent comme ça en tout cas. Donc ouais, bref, dans tous les cas, oui, c'est assez massif. Et on dirait que la plupart des constructeurs de cartes mères ont à peu près adopté le même... Ouais, ils ont tous 4 slots, j'ai l'impression. 4 slots en x16 à mon avis. 4 slots. L'espacement est différent d'une carte mère à l'autre. Comme vous pouvez voir, il y en a qui les collent un petit peu plus. Il y en a qui les décollent. C'est probablement la meilleure alternative, selon moi, de les garder décollés, parce que ça veut dire que vous pouvez vraiment mettre 4 cartes graphiques là-dedans, full x16 et genre, bonjour les performances. Mais bon, ASRock en a une version x3 avec un slot x4 ici, par contre. Un petit peu particulier. Et d'ailleurs, c'est la version plus haut de gamme qui a juste un x4. Surprenant. Changeons totalement de registre. Une news, toujours en fait, non, on n'a pas vraiment changé de registre, on a juste changé de milieu. On est dans le milieu des smartphones maintenant. Et Samsung, apparemment, va arrêter de fabriquer ou plus de concevoir des processeurs, ce qui est une news assez étonnante au final. Donc, je vous rappelle que Samsung fait leurs propres processeurs qu'ils mettent dans leur propre téléphone et même smartwatch, il me semble. Et c'est surtout utilisé dans le marché européen. En fait, c'est utilisé partout dans le monde, sauf aux États-Unis et sauf, il me semble, en Chine aussi. C'est un peu spécifique.
Et sur ces marchés-là, ils utilisent des Snapdragon. Et sur les marchés européens, ils utilisent c'est des Exynos. J'ai du mal à prononcer à chaque fois. Je suis vraiment désolé, mais j'ai du mal à prononcer le nom de leur processeur. C'est les Exynos, oui. Donc, bon, c'est surprenant et pas surprenant à la fois. Pour moi, c'est surprenant parce que leur processeur n'était pas non plus si mauvais. Et puis, ça leur permettait de, à mon avis, économiser beaucoup d'argent parce que c'est eux qui produisent, c'est eux qui le font graver. Enfin, c'est pas eux qui le font graver, ils le confient à TSMC, évidemment, mais ils font beaucoup de choses dans la chaîne et du coup, bah, ça leur coûte pas cher, vous voyez. Alors que s'ils doivent acheter des Snapdragon, ça leur coûtera plus cher parce que bah, Qualcomm a besoin de prendre sa marche. Du coup, ça m'étonne là-dessus, mais ça m'étonne pas aussi d'un autre point de vue que, tout simplement, c'est pas nouveau que les Exynos sont en retard niveau performance par rapport au Snapdragon. V'là quelques générations, ça allait, c'était très similaire, ouais, ça gardait à peu près au même niveau, mais je trouve que depuis la dernière génération, il y a une plus grosse différence, vraiment. Et je pense que Samsung est en mode, ça ne vaut juste plus la peine, en fait, on va juste prendre des Snapdragon, parce que là, ils doivent se dire que... Et moi, personnellement, je suis un peu du même cas. Je veux dire, quand vous êtes en Europe et que vous dites, ah, je prends quel smartphone haut de gamme? Ah, ok, alors je peux prendre le OnePlus, peut-être, avec son Snapdragon 855 Plus. Vous avez peut-être le Zenfone, ou vous avez aussi, par exemple, le Rockphone, qui sont à différentes gammes de prix. Et puis, vous regardez Samsung et ils sont genre... Ils n'ont pas le Snapdragon. Et du coup, ils ont un processeur qui est pas mal, mais qui est moins performant. Et du coup, vous êtes en mode, ben... Ouais. Quitte à acheter un gros téléphone, quand vous êtes... Quand vous achetez un téléphone à plus de 500 €, autant être en mode, ok, autant prendre le meilleur, quoi. Ben, ça doit reposer sur le jugement de certaines personnes. Après, pas tout le monde, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent juste parce que c'est Samsung, hein. Forcément, ils sont en mode, oh, je veux juste un Samsung. Mais bon, bref. Je suppose que c'est aussi peut-être... Il y a peut-être des raisons internes qu'on ne sait pas. Peut-être que, par exemple, je sais pas moi, ils arrivent à une limite, tout simplement. Ils étaient en mode... Les ingénieurs étaient en mode, ouais, ben, on n'arrive pas à retirer plus de performance. Je sais pas comment les autres font, mais nous, ça marche juste pas, en fait. Donc ouais, peut-être qu'ils ont voulu arrêter avant que ça devienne mauvais, en fait. Donc ouais, on verra. Dans tous les cas, ça veut dire que normalement, pour le Galaxy S11, qui sortira début d'année prochaine, on devra avoir des Snapdragon partout, alors du coup, je suppose. Une autre partie de cette news qui du coup est encore une fois un petit peu dommage, c'est que on perd de plus en plus d'acteurs sur le marché. Je vous rappelle que maintenant, v'là, v'là 6-7 ans, vous aviez les processeurs Samsung, vous aviez les Snapdragon, vous aviez MediaTek, vous aviez aussi... il me semble que Huawei fabriquait déjà leurs processeurs, et puis il y avait évidemment Apple. Il y avait de la concurrence. Maintenant, MediaTek, si vous regardez, ils font que de l'entrée de gamme ou du milieu de gamme, vraiment. Et encore, des fois, ils ont du mal quand même. Euh, Au point même que je pense beaucoup de gens ne se souviennent même plus forcément de Mediatek. Mais bon, euh, Huawei, ils font juste pour leur téléphone pratiquement, ou d'autres téléphones chinois. Mais à mon avis, c'est parce qu'ils sont en grand rapport avec eux. Mais ils ont quand même des très bonnes performances, donc ça va. Samsung, ben, ils vont arrêter. Et du coup, vous regardez, vous êtes en mode... Et puis Apple, ben, ils font pour eux, donc voilà. Vous regardez, en fait, Qualcomm va dominer le marché, en fait. Tous les téléphones qui sortiront auront juste des Snapdragon, en fait. Alors, les performances sont bonnes, mais pour moi, c'est embêtant. C'est embêtant. On perd la concurrence ici. Donc, on va se retrouver dans la même situation que... Bon, on l'était déjà en réalité, mais ça va être encore pire. Et on se retrouve dans une situation où on payera certainement plus, en fait. Parce que Qualcomm sera en mode, bon, il est temps de nous faire une petite marge. Mais bon, moi, je dirais, Apple devrait... Bon, ils n'ont aucune raison de le faire, hein, évidemment. Mais ils devraient totalement vendre aussi leur processeur à d'autres personnes. Mais bon, ils ne le feront pas, évidemment. Ça semble logique à dire, mais bon. Bref, dans tous les cas, c'est... Ouais. Pour moi, c'est problématique de perdre un concurrent comme ça. Enfin, perdre un acteur, mais bon. Et enfin, dernière news, c'est au niveau du Pixel 4. Le Pixel 4 a pas mal de problèmes, en réalité, depuis sa sortie. Enfin, problème. Il a quelques points négatifs, on va dire. Le premier, c'est que son magnifique écran 90 Hz, qui est extrêmement plaisant, est limité au niveau FPS quand vous mettez
la luminosité de votre écran en dessous de 50%. C'est-à-dire que si vous êtes en dessous de 50%, il fonctionnera à 60 Hz. Donc, un petit peu problématique, surtout que, je sais pas vous, mais à part quand je suis dehors, quand je suis en intérieur, je suis toujours en dessous de 50% personnellement. Parce que sinon, je suis en mode, ok, non, j'ai pas envie de me faire éblouir par la lumière du soleil. Parce que c'est basiquement ça. Certains téléphones, quand vous les mettez à fond, surtout les écrans OLED, c'est vous avez un soleil dans votre poche. Hein, c'est vraiment ça. Du coup, plutôt problématique, on va dire. Et puis il y a aussi d'autres petits problèmes. Bah, il y avait le problème du truc de geste au-dessus du téléphone qui marche pas hyper bien et que la plupart des gens sont en mode pourquoi inclure ça. Vous avez aussi apparemment des problèmes de durabilité du téléphone. Vous avez Jerry Rig Everything qui a fait une vidéo où il s'amuse toujours à tordre les téléphones pour voir ce qui plaît. Et depuis pas mal d'années, ces genres de téléphones sont très rares, ceux qui arrivent vraiment à se plier et se casser. Et le Pixel 4 a plié et a pas entièrement cassé, mais on va dire qu'il était plus en un seul morceau, quoi. Et ça, c'est dû au fait que Google a mis les lignes d'antenne sur le côté ici, au-dessus, et en dessous au même endroit. Et en gros, c'est un point de cassure. Parce que le châssis en métal ne passe pas là, parce que si vous mettez un châssis en métal, l'antenne ne peut pas fonctionner. Donc il y a du plastique, et du coup, ben, ça casse directement, ce qui est évidemment extrêmement problématique. Et puis il y avait d'autres petits problèmes, si je me souviens bien, par-ci par-là. Donc ouais, comment dire? Pas convaincant tout ça. Vraiment pas convaincant. Et c'est vraiment dommage, parce que je sais pas ce qu'ils font, Google. Encore une fois, ça revient. Et j'ai justement, les gens, j'ai regardé un petit peu les commentaires, justement, j'avais demandé aux gens ce qu'ils pensaient un petit peu de ça. Et je suis pas le seul à être un petit peu en mode. Google, ils font des trucs bien toujours. Genre les assistants, l'assistant Google est genre l'un des meilleurs assistants qui existent, soyons honnêtes. Mais ils ont de plus en plus de mal, j'ai l'impression. Ils arrivent dans une situation où ils sont pas toujours au-dessus de tout le monde en fait. Ils sont même genre en dessous en fait. Et le problème aussi, c'est que les gens ne croient de moins en moins Google parce qu'ils sont en mode ah non, j'ai pas envie d'acheter ça chez Google parce que aussi bien dans 2 ans, ils arrêteront de le supporter. Un peu comme avec Google Stadia, il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce que ce sera toujours là d'ici 2 ans? Je vais acheter des jeux dessus, je peux pas les ressortir de la plateforme, je suis obligé de les garder dessus. Ça veut dire que dans 2 ans, j'aurai peut-être plus mes jeux. Bah, il y a beaucoup de gens qui s'en vont non merci quoi. Donc ouais, je pense que Google a des efforts à faire. Et le problème de Google, c'est que ça a toujours été leur stratégie, c'est que ils aiment bien prendre des trucs, les jeter au mur et regarder ce qui colle. Et à mon avis, c'est la même chose avec le truc de geste, vous voyez, au-dessus du téléphone. Ils se sont dit, hey, et si on essayait de faire un truc de geste pour contrôler le téléphone, ça peut être vraiment pratique et tout. Et mais ils ont souvent cette approche, en fait, où ils essayent des trucs, en fait, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais je pense qu'en fait, ils essayent... Il y a des trucs, en fait, qu'ils ne devraient pas essayer, en fait, soyons honnêtes. Je comprends pas pourquoi, des fois, ils essayent certains trucs. C'est comme Apple, qui a... Apple aussi a leur propre gimmick, vous voyez, ils ont toujours l'univers un peu Apple, ils ont leur propre gimmick. Mais les gimmicks Apple, au moins, sont en partie logiques. En partie. Mais bon. Bref, dans tous les cas, voilà, je vais pas me lancer plus dans le sujet. Bref, dans tous les cas, on va rester là pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié, comme d'habitude. Petite info, d'ailleurs, sur la vidéo à venir. Je ne suis pas là, normalement, le week-end prochain. Enfin, je pars dimanche. Mais normalement, j'aurai le temps de tourner un texte à ma chose, j'espère, en tout cas. Vous avez une vidéo qui toutefois arrive sur ma table de bench qui sera update, ça devrait être plutôt intéressant. Je l'ai passé sur un 3600X, justement. C'est fourni par AMD, je tiens à le préciser. Et je justement montre la différence entre un 1700X et un 3600X, et c'est genre beaucoup plus étonnant que ça puisse y paraître, genre vraiment. Et ça donne une bonne vision aux gens qui ont peut-être un Ryzen 5 1600 ou même un 2600 et qui sont en mode hey, est-ce que je devrais upgrade? Ben, ça devrait vous donner une partie de réponse en tout cas. Mais bon, dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.